toutes et à tous. Je suis heureuse d'accueillir Najla Nakhlé et Serruti ce soir pour parler de théâtre palestinien. Et pour introduire un tout petit peu le sujet, je voulais dire qu'il y avait deux raisons qui nous ont poussé à programmer, en tout cas pour moi, ce sujet dans nos activités. Et la première, c'est que du théâtre déjà arabe, on parle peu. On connaît peu de choses. Pourquoi? Parce que très peu de textes sont disponibles, traduits en français. Des noms de personnes, d'auteurs de théâtre, déjà, il y en a très peu dans la production, enfin dans l'édition française. On peut citer quelques noms, Saad al-Mannous pour la Syrie, Tawfiq al-Hakim ou Ahmed Shawqi pour l'Égypte. On peut citer Abdallah Chakloun pour le Maroc, Kateb Yassine pour l'Algérie ou plus récemment Mohamed Qassemi et peut-être Rassam Kanafani pour la Palestine. Et encore, il est plus connu pour ses textes de romans et de textes de nouvelles que pour son théâtre. Donc quand il s'agit de théâtre, déjà les éditeurs sont frileux, de théâtre arabe encore plus, et raison de plus donc de s'intéresser au théâtre arabe, mais pour le théâtre palestinien, on peut dire que c'est une niche dans la niche. Et la raison aussi, c'est que heureusement pour nous qu'il existe de la recherche académique, qui nous éclaire sur ce sujet qui paraît parfois pointu, peu accessible au grand public, et pourtant essentiel pour comprendre et pour nous éclairer. Donc les recherches de Najla rentrent dans ce cadre, mais aussi son livre est très agréable à lire, facile d'accès, et je dirais que c'est aussi parce qu'il part des textes, et il étudie aussi les représentations de théâtre, et il part aussi du terrain. La deuxième raison, c'est que parler d'art et de création dans un contexte de conflit ou dans un contexte autoritaire, c'est toujours très délicat, et la recherche dans ces contextes-là est encore plus complexe. Et pour la Palestine, les productions théâtrales palestiniennes subissent ce que l'on connaît tous, donc occupation, difficultés de déplacement et contrôle quotidien, sans parler des deux intifadas de 87, de 2000, des bombardements réguliers sur Gaza. Donc pour nous, le sujet était aussi très politique et s'inscrivait dans cette relation de la création, de l'art et de la politique à laquelle on s'intéresse au CAREP et donc justifier amplement le sujet. Donc voilà pour la petite intro. Donc je me permets de te présenter, Najla, au public qui ne te connaît pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà. Vous êtes agrégé d'arabe, docteur en littérature et civilisation de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'ANGZO. Votre thèse a été récompensée par le prix de la meilleure thèse de l'ANGZO en 2017, et elle a reçu également le troisième prix de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman en 2018. Vous êtes chercheuse aussi, vous étiez attachée à l'IFPO et aujourd'hui vous êtes attachée au CNRS. Voilà pour la petite présentation. Pour peut-être commencer, pourriez-vous nous dire un tout petit peu comment en êtes-vous venu à vous intéresser au théâtre contemporain palestinien, enfin en tant que professeur de littérature, et pourquoi ce sujet particulièrement, ce qui a motivé ce livre? Avant de commencer, je voudrais aussi vous remercier, Racha et CAREP, de m'avoir invité à présenter mon ouvrage. C'est un grand plaisir d'être ici pour en parler. Ce que je dois dire aussi, c'est que effectivement, le théâtre palestinien, c'est une niche parmi la niche, parce que donc en France, le théâtre connaît une crise de l'édition également. Mais également dans le monde arabe, où l'édition traverse une crise importante, le théâtre est très peu publié, pour des raisons sur lesquelles je vais venir tout de suite. Et quand j'ai commencé ma thèse, dont est issu cet ouvrage, où je suis allée
à la librairie à Jérusalem-Est, donc la librairie qui vend en fait tous les ouvrages de référence en arabe. Bon, j'ai demandé l'auteur que je connaissais, Taher Najib, sur lequel je reviens également. Le libraire m'a dit mais en fait ça, je crois qu'il est irakien. Bon, voilà, donc pour vous dire aussi que même dans les sociétés arabes, le théâtre reste une pratique qui n'est parfois pas beaucoup connue, ou alors qui cherche aussi parfois sa place auprès du public. Donc c'est également une niche parmi les niches dans les sociétés arabes. Et la difficulté également pour la recherche, pour rebondir aussi sur le deuxième point que vous avez évoqué. Donc effectivement, on a un contexte autoritaire, des difficultés de mobilité, on va y revenir, mais il faut souligner, et j'en parlerai, les difficultés d'accès pour les chercheurs au terrain palestinien, qui sont vraiment, qui conditionnent les travaux. Et donc j'ai bénéficié de conditions idéales sans lesquelles je n'aurais pas pu mener cette recherche, notamment à l'IFPO. Voilà, donc ça c'était important de le souligner pour commencer, et puis pour continuer sur mon intérêt, ce qui m'a tout d'abord motivé, en tout cas qui m'a intéressé, c'est le bas, à travailler sur la production théâtrale. Donc tout d'abord, ce qui est très important d'avoir en tête lorsqu'on s'intéresse au théâtre en arabe, c'est que la langue arabe connaît une situation pluriglossique, c'est-à-dire une situation où cohabitent plusieurs registres de langue. Un registre littéraire à l'écrit, principalement de la littérature classique et canonique, un registre, une version moderne de ces registres littéraires qui est celui de la presse, des médias, mais qui n'est pas une situation linguistique de production naturelle. C'est-à-dire qu'un locuteur natif de l'arabe ne produit pas naturellement ce registre de l'arabe, mais c'est le registre de la littérature avec le littéraire. Et puis un registre dialectal qui est la langue que parlent les locuteurs natifs de l'arabe. Et donc, lorsque l'on parle de théâtre en arabe, une question se pose tout de suite, à savoir quel registre choisir pour faire du théâtre. Théâtre qui est un genre qui repose bien souvent sur un texte, mais maintenant on est dans une situation aussi où le texte de théâtre tend à disparaître, mais qui est pratiqué à l'oral. Donc le choix du registre de la langue, pendant longtemps, a constitué une réelle difficulté pour le genre théâtral, un genre qui a mis du temps à s'affirmer, à trouver sa place auprès du public, puisque naturellement les dramaturges se sont tournés vers la langue de la littérature, donc la langue de l'écrit, et naturellement le public n'a pas interagi comme il faut dans le processus de création théâtrale, parce que la question de la langue était finalement, on ne répondait pas à ces questions de langue. Et c'est dans les années 60 au Liban qu'un groupe de dramaturges, une école on pourrait dire de dramaturges libanais, a décidé, a aussi eu finalement le courage de produire un théâtre de qualité en dialecte. Et c'est ça qui a permis au genre de s'affirmer et de se développer réellement, parce que le public trouvait sa place aussi dans le processus, et on y reviendra, le public est un élément, enfin le théâtre, c'est-à-dire que cette question linguistique en arabe montre à quel point aussi le public est fondamental pour créer du théâtre et le pérenniser surtout. Autre point qui peut constituer également une difficulté, du moins un enjeu, quand on s'intéresse à la production théâtrale donc en arabe, je préfère parler du coup pour ces questions linguistiques de théâtre en arabe et non pas de théâtre arabe, puisqu'entre la production au Maroc et celle en Irak, on assiste quand même à de grandes disparités, donc c'est vraiment la langue, l'élément commun. Donc le théâtre, pour ces raisons linguistiques, puisqu'on a des questions de genre, on a des genres prestigieux, donc le genre de l'écrit, des genres beaucoup moins prestigieux, celui du dialecte. Donc le théâtre en arabe n'est pas beaucoup publié. Chez les maisons d'édition arabes, on publie d'abord le roman et puis la poésie, qui tient une place assez importante, et donc le théâtre reste un parent pauvre de l'édition en arabe. Pas de diffusion signifie pas de circulation. Et donc la question de la circulation pose une autre question qui est celle du répertoire théâtral qui se construit ou pas, et donc de la mémoire de ces productions théâtrales qui est complètement menacée.
Et quand on parle de théâtre palestinien, en fait, bon, en Palestine, le monopole de la littérature, c'est la poésie et c'est Mahmoud Darwinish, auprès du public, auprès des lecteurs, auprès aussi des éditeurs à l'étranger, etc. Donc c'est vrai que le théâtre palestinien a rarement retenu l'attention des chercheurs, ou alors il a retenu l'attention des chercheurs en anthropologie, en sociologie, enfin pour le phénomène que va provoquer une représentation théâtrale, mais pas pour la pratique en elle-même. Donc ça, c'était un vide qui m'a fallu vraiment combler au début de ma recherche, et bon, qui a été renforcé par donc cette rareté des études, un vide de publication que j'ai dû, sur lequel j'ai dû travailler en fait pour avancer. Et donc, pour combler ce vide donc, de documentation, vous êtes allé directement pour rassembler des sources, ce qu'on appelle des sources premières, sur le terrain, et à la rencontre des créateurs et sur les lieux mêmes de la création. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé votre travail de collecte et comment vous avez rassemblé cette documentation et quel type de documentation vous avez trouvé justement sur place? Oui, alors effectivement, donc il y a vraiment très vite, j'ai dû faire face à un écart aussi épistémologique, puisque finalement les seules sources que je pouvais avoir, c'était des textes. Or, le théâtre est un processus de création qui se construit également sur de la représentation. Donc, il m'a fallu aller chercher directement, en fait, donc textes très peu publiés, donc directement des textes tout d'abord auprès des dramaturges en Palestine, des auteurs, des directeurs de théâtre, auprès des théâtres lorsqu'ils ont des archives, ou toute personne qui pouvait avoir assisté à une représentation, participer à une création, etc. Donc ça m'a. Alors, c'est pour ça aussi que je parlais de ces difficultés de terrain, puisqu'elles ont conditionner ma recherche de manière tout à fait essentielle. J'ai pu, moi, me rendre en fait dans tous les espaces de création palestinienne, donc à Jérusalem, dans les territoires palestiniens, donc Bethléem, Ramallah, Jénine, Hébron, la banlieue de Bethléem, la grande région de Bethléem. J'ai également eu accès, au contraire, des collègues palestiniens aux espaces de création palestiniens à l'intérieur des frontières israéliennes, donc essentiellement Jaffa, Haïfa, Nazareth. J'ai pu aussi me rendre à Gaza, donc tout ça en raison d'un statut que la France donne aux chercheurs. Enfin, un des dispositifs français tout à fait spécifiques qui permettent vraiment aux chercheurs d'exercer dans les meilleures conditions. Et puis, j'ai pu me rendre dans les camps de réfugiés au Liban, voir aussi ce qui se passe en Jordanie et puis un peu en diaspora. Et donc, c'est vraiment cette capacité que j'avais à me déplacer dans tous ces espaces de la représentation, de la production théâtrale palestinienne, et particulièrement dans les espaces les plus éloignés géographiquement de la Palestine, que j'ai pu en fait saisir une image en fait qui m'a beaucoup inspirée, qui a vraiment enrichi mes réflexions, particulièrement donc dans le camp de Shatila à Beyrouth, où les gens de théâtre, les hommes et les femmes de théâtre, finalement, proposaient des créations qui s'inscrivaient dans un imaginaire très loin de la réalité de la Palestine à laquelle moi j'avais accès. Et cet imaginaire construit, auquel j'ai pu assister dans des représentations, aussi au cours de discussions et d'entretiens informels, m'a en fait permis de comprendre la force finalement des représentations de la Palestine. Donc voilà, et surtout moi qui avais accès au référent Palestine en 2013 à l'époque de ma thèse, 2014, 15, 16, qui avait accès à ce référent, j'ai pu en fait voir l'écart entre une forme de mythe ou une forme de représentation imaginaire mais bien vivante et la réalité d'un terrain
sur lequel maintenant, qui est donc un autre élément, donc c'est vraiment ce passage entre les représentations vivantes et construites et l'accès au terrain, donc un terrain que moi j'ai pu expérimenter, qui est un terrain donc, qui est tout à fait fragmenté, où la contrainte à la mobilité est très forte, aussi l'imprévu, la dimension tout à fait imprévue de la pratique du terrain, m'a permis en fait donc ces deux éléments m'ont permis de faire un constat assez fort en Palestine qui en fait me permet de poser vraiment la question de la pratique du théâtre sur le terrain palestinien, voilà, sur laquelle on peut peut-être revenir maintenant. Oui, donc être confronté au terrain vous a permis de tirer des conclusions sur cet espace, sur les contraintes spatiales auxquelles sont confrontés les Palestiniens, le théâtre, la création elle-même, et comment le théâtre s'est-il adapté donc, à ces contraintes à la fois politiques et spatiales, et comment s'est-il approprié, les a conjugués dans un processus, enfin les a adaptés dans un processus créatif. Alors, donc ce qu'il faut bien avoir également à l'idée, c'est que pour faire du théâtre, il faut être plus d'une personne. Même lorsque l'on propose du monodrame, en général, il y a un metteur en scène, des décors, tout ça. Donc ça demande une logistique assez forte. Et cette expérience du terrain palestinien m'a vraiment permis de comprendre à quel point, au théâtre, la contrainte représente un cœur. C'est-à-dire que pour répéter, c'est compliqué, pour aller assister à une pièce, c'est compliqué également, et on assiste donc vraiment à une forme de cadre très très fort qui conditionne la création palestinienne. Alors, les dramaturgies s'adaptent, on assiste à des stratégies vraiment de dépassement de la contrainte sur laquelle je vais y revenir, puisque c'est la question de dépasser la contrainte qui a vraiment alimenté ma réflexion, et surtout quelles sont les représentations de la Palestine à partir de cette expérience donc, du territoire pour les artistes, mais également pour le public. Et ces représentations, donc ce que j'ai pu observer, ont finalement donné lieu à un processus qui est au cœur de mon ouvrage, un processus donc, qui participe à l'élaboration de représentations de la Palestine à l'intérieur de ce cadre tout à fait contraint. Peut-être dans votre livre, vous abordez aussi un moment clé, qui est que vous qualifiez de tournant, dans ce processus donc, de créatif entre 2006 et 2016, et auquel vous consacrez le cœur de votre ouvrage. Est-ce qu'il démarre avec une pièce en particulier? Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous en parler et dire pourquoi ce tournant et en quoi il constitue une rupture avec ce qui précédait? Oui, alors effectivement, moi j'ai observé, donc j'ai collecté une centaine de textes, j'ai assisté à une centaine de représentations, et parmi tous, et donc j'ai collecté aussi pas mal d'archives que j'ai dépouillées, et donc ce premier travail de collecte de matériaux de nature différente m'a vraiment permis d'observer un tournant en 2006, tournant en fait qui commence avec une pièce qui s'intitule À portée de crachat de Taher Najib. Donc cet auteur dont je cherchais l'ouvrage à Jérusalem en 2013, mais qui n'était pas du tout connu du libraire donc 7 ans après sa création. Donc 2006, c'est le festival Teatro Netto, qui est un festival pour monodrame, pour pièces monologuées, donc pour un acteur, à Jaffa, et qui se tient à Jaffa depuis 1993. Pour la première fois dans l'histoire du festival, un Palestinien remporte le premier prix. Donc on est en Israël, donc c'est une pièce en hébreu. C'est un monodrame autobiographique où Taher Najib, incarné dans la version en hébreu par Khalifa Natour, que vous voyez ici, qui est un acteur très connu à la fois du public israélien et du public palestinien,
Il a notamment joué dans une série qui a eu beaucoup de succès, Travail d'arabe, Avodat Aravim en hébreu. Donc c'est, je veux dire, c'est un choix qui s'adapte, en tout cas, qui peut marcher avec le public israélien. Ça peut fonctionner. Hein. C'est en hébreu, c'est un acteur, un comédien très connu, très apprécié du public. La mise en scène est de Ophira Elim, qui est la directrice du théâtre El Khan à Jérusalem-Ouest, qui est un des théâtres majeurs de Jérusalem. Mais malgré cela, pour la première fois dans l'histoire du festival, le premier prix n'est programmé nulle part ailleurs en Israël. Alors, en réalité, elle est programmée au théâtre El Khan, mais qui est le théâtre dirigé par la metteuse en scène, donc on peut dire que ça compte pas vraiment. Donc c'est sans précédent, c'est-à-dire que tous les prix de Teatro Neto remportent en général des tournées en Israël et à l'étranger, puisque Teatro Neto attire beaucoup de programmateurs étrangers, de traducteurs. Et notamment, Peter Brook assiste à la pièce, il la programme au Bouffe du Nord, et Jacqueline Carnot, qui est une des traductrices de Hador Levin, donc le grand dramaturge israélien, assiste à la pièce et traduit à portée de crachat, donc Bitva Yerika en hébreu, le traduit de l'hébreu au français, publié à la maison Antoine Vitesse, aux éditions théâtrales, donc une des maisons les plus renommées en édition du théâtre. Donc si vous voulez, ce moment 2006, c'est le moment vraiment où en fait on atteint les limites de la création palestinienne en Israël, même en hébreu, et on se rend compte que c'est l'espace scénique international qui va permettre à ces artistes de se déployer et aussi de pérenniser leur production. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que par cet espace scénique international, il y a un retour en Palestine donc, de la langue, par la langue, de l'hébreu à l'arabe, puisque Tahir Najib traduit lui-même son monodrame autobiographique. Donc là, on voit que c'est un processus de création qui est vraiment total. Lui-même traduit la pièce de l'hébreu à l'arabe pour la jouer dans les théâtres palestiniens, que ce soit en Israël, donc c'est adressé à un public palestinien en Israël, mais également la pièce est jouée à Jérusalem, elle est jouée dans les territoires palestiniens, à Ramallah, à Bethléem, etc. Et c'est un monodrame qui parle justement du déchirement intérieur qu'il vit en tant que palestinien, citoyen israélien. Et on voit bien là comment la scène permet d'incarner à la fois donc, la psyché donc, du personnage et qui est en fait l'auteur et que l'auteur incarne lui-même. Donc là, on a vraiment donc, un exemple tout à fait éclairant du caractère vraiment total de la création théâtrale et particulièrement en Palestine dans un contexte qui permet cela. Et puis, on a donc le début de ce processus de rassemblement des Palestiniens sur la scène et par la scène. C'est parce que Tahir Najib commence, parce qu'il a été privé de l'espace scénique israélien, qu'il commence à aller chercher du côté des publics palestiniens et que va commencer ce rapprochement entre les Palestiniens des différents foyers de production et de création. Et donc ce processus qui commence avec cette pièce à portée de crachat, qui va mettre 10 ans à se mettre en place et à aboutir, va mettre en place en fait ce que vous qualifiez de ce que vous nous avez parlé, ce dont vous nous avez parlé juste avant, des véritables stratégies de dépassement, en tout cas des contraintes qui sont imposées au contexte palestinien. Comment ces stratégies vont se traduire dans les productions théâtrales et quelles sont ces stratégies qui se mettent en place? Alors, effectivement, ce que je voudrais aussi préciser avant de développer mon idée, c'est que quand on dit stratégie de dépassement, il ne faut surtout pas se dire bon, ils ont contourné la contrainte. En fait, il y a une vraie appropriation, et c'est ça qui relève de l'expérience, c'est qu'il y a une vraie appropriation du monde réel par l'art et par des procédés esthétiques. Parce que souvent aussi, la réception en France et en Europe a tendance à tellement se focaliser sur les conditions, le contexte politique, qu'elle ne voit pas à quel point, en fait,
c'est générateur d'esthétique en fait. Voilà, je veux dire, c'est pas juste, bon, on va en parler de toute façon, mais c'est très important, je crois, de déplacer le regard, de regarder la production esthétique, le résultat, plus que de regarder le contexte de départ. Et en fait, donc la production 10 ans plus tard, 10 ans après Un portrait de crachat, qui est vraiment lumineuse sur ce plan, montre à quel point en fait il y a une appropriation mais esthétique vraiment du contexte. Donc 2006, c'est l'année en fait, donc 10 ans après Un portrait de crachat, où un collectif est fondé entre le Théâtre national palestinien de Jérusalem, donc qui est la plus vieille institution de théâtre en Palestine, qui est le seul lieu de théâtre encore en fonction, le seul lieu de théâtre palestinien encore en fonction à Jérusalem. Donc vous voyez, un lieu à la force symbolique inévitable. Et ce théâtre, le Théâtre national palestinien, fonde un collectif aux côtés du théâtre Khashabé, qui est un théâtre basé à Haïfa, donc à l'intérieur des frontières israéliennes, qui est le premier théâtre palestinien indépendant financièrement en Israël. Donc deux institutions qui sont majeures, qui s'inscrivent à la fois dans un contexte historique et dans un contexte très contemporain, tout à fait fondamental. Khashabé est issu en fait d'une expérience de censure vécue par une troupe de théâtre qui était produite par le théâtre El-Midan, le premier théâtre et le seul théâtre public israélien consacré à la création palestinienne. Donc une expérience de censure sur laquelle on pourra revenir peut-être dans la discussion. Et à l'issue de cette expérience, de cette affaire, les artistes se sont aussi rendus compte des limites de la création publique israélienne, là en langue arabe, et donc ont choisi l'indépendance financière, qui pour eux est une indépendance artistique et esthétique. Donc ces deux institutions, à la force vraiment symbolique et puis également sur le plan de la création, se rassemblent pour créer un collectif qui s'appelle Une identité dans un laboratoire, Houïa fi Mortaba, et donc qui a annoncé, en fait, la fondation a été annoncée par un communiqué qui présente la liste des membres. Donc on voit à la liste des membres que c'est un communiqué qui cherche à rassembler donc des artistes, donc qui cherchent à combler un vide institutionnel, notamment par l'utilisation du numérique, de contourner la distance. Donc c'est vrai qu'en Palestine aussi, l'utilisation du numérique a été largement utilisée bien avant la pandémie en 2020. Donc il y a eu vraiment ce recours au numérique bien avant, donc qui montre à quel point la contrainte territoriale forme un cadre aussi à la création, mais dans ce sens pratique. Et donc c'est un collectif qui réunit en fait des artistes, des praticiens du théâtre, donc de Jérusalem, comme vous pouvez le voir, donc des territoires, des villes qui sont à l'intérieur des frontières d'Israël, des territoires palestiniens, de l'autre côté du mur de séparation, de la bande de Gaza, des camps de réfugiés à l'intérieur des territoires palestiniens, des camps de réfugiés dans les pays arabes, et puis de la diaspora. Donc vous voyez là à quel point en fait il y a une volonté de rassembler les individus au-delà des séparations géographiques et historiques. Et cette mention du lieu d'origine des membres du collectif donc souligne vraiment ce désir de rassembler au-delà des frontières imposées, mais également rassembler pour faire se croiser ces histoires individuelles qui peuvent permettre la construction d'une mémoire commune, multiple, complexe, la reconnaissance également de cette complexité et de cette multitude des mémoires individuelles réunies. Et donc, ce collectif, Une identité dans un laboratoire, va créer sa première pièce en 2017, donc soit un an après
la fondation du collectif, une pièce qui s'intitule D'autres lieux, Amakin Okhra, donc qui est le résultat, donc, tout le processus d'écriture s'inscrit dans ce désir de rassembler, puisque c'est le résultat d'un travail d'écriture collective mené donc dans le cadre des ateliers de l'atelier du collectif, pardon. Et donc les ateliers ont chacun eu lieu dans des espaces différents pour être accessibles à l'ensemble de ces personnes, puisque leur statut ne leur permettent pas de se déplacer partout. Donc en diaspora, en Europe, également donc à Jérusalem, aussi à l'intérieur des frontières d'Israël. Et donc c'est là où on a eu recours au numérique pour assister aux différents ateliers. Et à l'issue des travaux d'écriture collective, donc cette pièce a été écrite par Bachar Morhous, que vous connaissez peut-être puisqu'il a été programmé au Festival d'Avignon en 2020 et en 2020, 2021 et en 2022 cet été, donc qui est une figure actuelle du mouvement théâtral palestinien. La scénographie a été réalisée par Majd El-Khouri et puis la dramaturgie par Ala Hlehan. Alors, ce qui est aussi intéressant de mentionner, c'est que donc, la pièce elle-même rassemble des artistes, des comédiens qui sont issus des différents lieux, donc notamment Hossam El-Razzé, qui est un comédien qui détient le statut de réfugié. Il est du camp de Razzé dans Bethléem, et donc pour aller répéter à Haïfa, là où la pièce a été créée, il a fallu donc mener des procédures administratives très lourdes et très longues. Donc là, il a même répété à distance par Skype pendant pratiquement toute la période de répétition, et il est arrivé la veille de la première. Voilà. Et donc cette dimension tout à fait logistique et pratique se reflète et se reflète sur scène. La scène devient aussi le témoin, le porte-parole, enfin le miroir aussi de ces expériences, puisqu'elle réunit donc physiquement sur scène ces individus qui a priori sont séparés, que rien ne tend à rassembler, mais elle réunit également le récit des histoires et des mémoires individuelles fragmentées et éclatées. Et donc la pièce se construit vraiment comme un collage de récits individuels qui mettent dès l'ouverture le public dans une situation d'incompréhension, comme un Palestinien peut l'être face à un autre Palestinien qui vient d'ailleurs. Donc au départ, les acteurs sont en frontale face au public, et ça avance, recule et ne disent que des bribes de leur récit. Donc on est là face à un récit fragmenté, ce qui incarne textuellement la fragmentation que la pièce cherche à montrer et que la pièce aussi cherche à dépasser. Et plus la pièce avance et plus on se rend compte, on comprend, le spectateur comprend. Mais comme un Palestinien, comme n'importe quel individu face à l'histoire de la Palestine, se retrouve forcément face à une entreprise de reconstruction, de collage, de bribes éparpillées. Donc on a le récit de l'enfant du camp pendant les affrontements avec l'armée israélienne pendant la seconde intifada. On a le récit d'une citoyenne israélienne, d'une palestinienne, citoyenne israélienne, qui en fait raconte qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'exploser de rire la première fois qu'elle a entendu l'hymne national palestinien lors d'une cérémonie à Ramallah. On a le récit d'une mère de famille qui vit à Beth Jala, donc dans le Grand Bethléem, et dont les enfants sont au lycée français de Jérusalem, et donc qui calcule le nombre de secondes, de minutes, de jours, de mois, d'années, etc., passés à attendre au checkpoint ou à contourner. Entre Jérusalem et Bethléem, il y a 6 km, mais lorsqu'on prend les routes de contournement, on multiplie parfois par 10 le temps perdu et les kilomètres aussi pour contourner les restrictions imposées. Donc elle arrive au résultat de 206 jours perdus à attendre au checkpoint pendant 5 ans. On a le récit d'un réfugié qui vit en fait dans des souvenirs et dans une attente
dont il ne connaît pas vraiment la cause, en fait, ou la raison réelle. Et puis, on a le récit du fils de réfugié qui ne sait pas du tout de quoi il parle, mais qui continue de transmettre ce récit qu'on lui a récité depuis qu'il est né. Et en fait, c'est par la récitation d'un poème de Fadi Joma, qui est un Palestinien du camp du Yarmouk en Syrie, installé en France. Donc un poème intitulé « Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié, la Ta'ashaqillah Jihan », que là, le fil qui relie les histoires entre elles est découvert. C'est un moment tout à fait clé dans la dramaturgie du spectacle, et on va peut-être le lire pour que vraiment vous puissiez incarner aussi cette manière dont le film est... Rendre compte aussi du grand travail de traduction de pièces que vous avez fait aussi dans le livre. Je ne suis pas une très bonne lectrice, alors excusez-moi si... alors, ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Ses poches seront remplies des clés des maisons qu'il a habitées au cours de ses tribulations. Il n'y a pas de place pour les sucreries et les bagues. Les légendes qu'il raconte à propos de son pays et leurs héros sont des cauchemars qui hantent chacune de ses nuits. Crois-tu qu'un rescapé de la guerre soit l'homme à qui tu souhaites une bonne nuit? Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Il ne pourra pas franchir les frontières, même celles qui sont ouvertes entre vous deux. Il a trompé des policiers, des inspecteurs, au point d'avoir perdu sa capacité à jouer. Comment un homme qui ne sait pas te taquiner viendra à toi? Il a embrassé des arbres qui n'ont pas de branches pour l'enlacer. As-tu déjà serré un homme sans bras? Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Ou aime-le, si tu rêves d'une maison remplie d'attentes, d'une danse folle après une victoire dont tu ne connais pas le sens. Aime-le, si ton souhait est de connaître les fuseaux horaires de toutes les villes du monde. Merci Lacha pour la lecture. Khouloud Tannous, la comédienne qu'on voit ici, récite ce poème. C'est vraiment l'acmé de la pièce. Et c'est là où on comprend que chacun des personnages, donc qu'il soit resté en Palestine ou qu'il ait été contraint de quitter son lieu d'origine, porte en lui la condition de réfugié, finalement dans un exil qui ne s'arrête jamais, que l'on soit loin de sa patrie ou que l'on y vive. Et c'est finalement vraiment cette condition partagée de réfugiés, d'exil, qui rassemble les individus et permet de déplacer les frontières. Et donc c'est paradoxalement par le décentrement, voire l'éclatement géographique, que cette opération de rassemblement se construit, en tout cas qu'elle se nourrit. Et donc il s'agit bien de s'approprier la fragmentation, de maîtriser ce territoire qui semble se dérober pour affirmer l'affirmation d'une Palestine polycentrique et pour la reconnaissance de toutes ses composantes et vraiment de leur existence. Et c'est la scène qui nous permet cet élargissement de l'espace dans le texte, sur scène et par la scène, et qui vise à dépasser les frontières imposées et à rassembler. Merci. Je voulais juste revenir avec vous sur la construction même de votre ouvrage qui est autour de l'espace et en tout cas de la pratique du territoire palestinien comme une expérience. Vous parlez de cet espace concret, donc réel, et ensuite de l'espace ressenti, vécu, pour aboutir à ce que des représentations de la Palestine sur scène, et ce qui donne d'ailleurs le titre de votre ouvrage, La Palestine sur scène. Donc ce cheminement, qui, comme vous avez d'ailleurs bien expliqué, je voulais savoir s'il a conditionné votre choix de pièces et votre corpus, et comment. Oui, alors tout à fait. Donc moi, dans mon ouvrage, je travaille essentiellement sur 5-6 pièces qui constituent effectivement mon corpus d'études et qui me permettent de développer à la fois cette hypothèse du processus d'élargissement du territoire, de l'espace par la scène et sur scène.
C'est aussi pour moi en fait, le lieu de l'analyse, hein, de description, de représentation, c'est-à-dire comment la Palestine s'incarne sur scène donc, dans ce contexte. Alors, donc tout d'abord, ce qui est très intéressant et ce que j'ai pu remarquer, c'est la force de la parole solitaire, ce que j'ai appelé la parole solitaire pour dire le récit palestinien. Donc là, on est face à nouveau à des raisons à la fois pratiques et esthétiques. Mais ce que je trouve vraiment important de comprendre, c'est que ça n'est pas uniquement pratique, c'est-à-dire qu'il y a une force esthétique qui est très, enfin, qu'il faut avoir en tête, quoi. C'est pas uniquement des Palestiniens qui font du théâtre dans des conditions difficiles, c'est des grands textes, des textes voilà, très construits, très intéressants. Donc la parole solitaire tient une place importante, donc pour des raisons pratiques. Hein, on dit que enfin, c'est une forme de théâtre qui peut être très pauvre, qui demande donc une personne, donc enfin, les contraintes à la mobilité sont réduites au maximum, et puis on peut faire avec peu de décors. Donc Tahara, qui est une pièce que j'ai traduite et publiée dans une anthologie de théâtre, en est l'exemple, un texte très important, texte qui est assez unique dans l'histoire du théâtre palestinien, puisque c'est le texte qui a été le plus joué, qui tourne le plus à la fois donc, en Israël, à Jérusalem, dans les territoires. Je pense que je l'ai vu 40 fois, voilà, vraiment sans exagérer. Il a été joué en Algérie, il a été joué aux Émirats, il a été aussi traduit en anglais, il a été joué aux États-Unis, il a été joué en Suède et il n'a pas été joué en France. Donc c'est aussi un élément pour comprendre la réception du théâtre palestinien en France. C'est pour ça que la présence de la Palestine au Festival d'Avignon en 2020-21 est un élément assez, enfin est un moment assez fort d'un point de vue de l'histoire de l'esthétique, mais aussi politique en France. Donc tout ça pour dire que les pièces, donc elles m'ont intéressée donc à la fois pour cette capacité à s'approprier, à faire vivre l'expérience palestinienne sur scène, mais également pour ces questions de réception, de pérennité, de la manière dont elles participent à construire un répertoire théâtral. Autre monodrame qui est Dans l'ombre du martyr de François Abou Salem, Fedil El-Shahid. François Abou Salem qui est le fondateur du Théâtre national palestinien à Jérusalem, donc la figure tutélaire du mouvement et avec qui donc il s'est suicidé en 2011, un Français d'origine palestinienne, un Français installé en Palestine, qui est donc mort soudaine et très douloureuse pour la communauté des gens de théâtre, qui tous ont travaillé avec Abou Salem. Donc c'est pareil, il est fondateur et il est nécessaire pour comprendre la manière dont le théâtre palestinien a pu évoluer. Donc c'est sa dernière pièce qui a été reprise par son élève, Wassim Khair, que vous voyez là. Et c'est une pièce qui a aussi été jouée au Liban, qui a tourné en Israël, à Jérusalem, dans les territoires. Donc une pièce qui circule et qui fait date. Donc le récit palestinien, la parole solitaire, permet d'exprimer par la solitude scénique, la solitude des Palestiniens dans leurs conditions d'exilés. Les objets également jouent un rôle très important puisqu'ils permettent aussi de matérialiser en fait cette expérience. Ils donnent corps à la situation qu'ils vivent. Là on voit cette manière de représenter des individus par des chaises. Donc une forme de déshumanisation de l'individu incarné scéniquement par les objets. Autre pièce sur laquelle j'ai travaillé et qui participe à représenter l'espace palestinien par la forme du huis clos, c'est Le temps parallèle de Bachar Mohoz, donc qui est la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une pièce en fait qui se construit sur le huis clos pour représenter l'espace palestinien par une métaphore assez forte et en même temps très claire qui est celle de la prison. La pièce s'inspire de la vie du prisonnier palestinien Walid Daha, qui est le prisonnier connu pour être emprisonné depuis le plus longtemps en Israël,
pour avoir participé au meurtre d'un soldat israélien, Moshe Tamam, en 84. Et donc il est emprisonné avec une peine à perpétuité depuis 1986. Alors, bon, il y a évidemment la longévité de sa peine qui fait de lui une figure parmi les prisonniers, mais également c'est une figure car il publie beaucoup. Il publie dans la presse, il publie des poésies, il publie aussi de la littérature pour enfants. Il a récemment publié une histoire pour enfants qui a été assez bien diffusée et que j'ai traduite d'ailleurs, qui sera bientôt publiée en français. Et il est très connu aussi parce que c'est le premier prisonnier palestinien à s'être marié en prison et avoir eu un enfant avec une journaliste, Sana Salameh, qui est une palestinienne également citoyenne israélienne, donc qui a aussi participé à la couverture des activités de Walid Daha et de son combat en prison. Alors, l'espace sur scène est contraint à l'image du territoire, donc on voit les prisonniers qui contournent des obstacles tout à fait fictifs pour aussi montrer l'absurdité souvent des stratégies de contournement qu'on est obligé auxquelles on est obligé d'avoir recours. Et cette pièce aussi, donc c'est une très bonne pièce, la construction, la dramaturgie sont tout à fait intéressantes. Et donc, pareil, question du point de vue de la réception, cette pièce a vraiment fait beaucoup de bruit en Israël, puisque alors que Miri Negev était ministre de la Culture en 2015 et Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, c'est la pièce qui a vécu une affaire de censure et qui a mené à la fermeture du théâtre El Midan, l'unique théâtre public israélien à Haïfa, consacré à la création palestinienne en arabe, donc avec vraiment des conséquences fortes à la fois sur l'histoire du mouvement théâtral et puis de sa réception en Israël. Et puis, autre élément donc, important qui a contribué au choix des textes sur lesquels j'ai travaillé, c'est la force du réel. Toujours dans cette idée de l'expérience et de la manière dont elle s'incarne sur scène. C'est-à-dire que la plupart d'ailleurs des productions intègrent du matériau réel, ce qui est quelque chose de tout à fait notable, parce qu'on a très peu de fiction scénique sur scène, sur la scène palestinienne. Et bon, je peux peut-être pour terminer sur cette question du réel et de la manière dont finalement le réel est tellement parfois absurde que la fiction n'est pas capable de produire des choses plus inspirantes que la réalité. Et beaucoup d'artistes avec qui j'ai travaillé sont revenus sur ce constat de la force du réel et de la nécessité, l'incapacité à parler d'autre chose que du monde environnant. C'est Anton Shammas, qui est un des grands romanciers palestiniens, citoyen israélien également, raconte en fait dans un article dans la revue des études palestiniennes son désarroi quand il a appris qu'à Gaza il y avait un réseau de prostituées en fait dont la spécificité était de porter des uniformes réels des soldats israéliens et que plus le grade, en fait, c'est-à-dire plus l'uniforme portait des grades et plus le tarif de la prostituée était fort. Donc pour lui, c'est en fait l'explication, enfin c'est l'exemple le plus parlant de cette incapacité de la fiction à dépasser finalement le réel en Palestine. Voilà, je pense qu'on peut donner la parole. Ouais. Merci beaucoup Najla pour cette présentation. J'aurais aussi quelques petites questions peut-être avant de donner la parole tout de suite au public. Encore une fois sur le corpus, vous avez choisi essentiellement les territoires palestiniens, Jérusalem et Israël comme lieu où vous avez sélectionné votre... Vous avez dit aussi que vous êtes allé dans les camps de réfugiés, au Liban, etc. Et à Gaza. Pourquoi ne pas voir
enfin, on comprend aussi la difficulté du terrain qui est Gaza. Est-ce ça qui a exclu, en tout cas, des pièces de votre corpus, ou parce que à Gaza, justement, les conditions sont telles qu'il est difficile d'accéder aux pièces ou de voir des représentations où elles sont peut-être pas suffisamment achevées, je sais pas, c'est une interrogation. Oui, bah, c'est... En fait, à Gaza, j'ai collecté pas mal de matériaux à Gaza, et ça m'a permis de voir à quel point il n'y avait pas vraiment d'unité esthétique entre la production de Gaza et celle qui m'a intéressée, moi, dans ma réflexion sur ce processus, cette manière d'incarner la contrainte scéniquement. Alors, Gaza est aussi... mais bon, je suis pas spécialiste de Gaza, mais Gaza est très ouverte sur l'Égypte, et le théâtre, l'histoire du théâtre égyptien est très forte. Donc les influences sur les productions à Gaza les influences égyptiennes sont très fortes. Donc on a quand même des choses assez différentes de ce à quoi on peut assister en dehors de Gaza, mais ça s'explique par l'isolement en fait de Gaza, qui n'a pas accès à ce qui se produit en dehors de la bande de Gaza. Et puis le théâtre à Gaza, pour ces raisons de contexte, et aussi c'est un terme que j'utilise sans jugement, mais figé en fait. Dans un temps et un espace en dehors de l'espace palestinien, on a beaucoup d'adaptations de Beckett, de Brecht, voilà, donc il n'y a pas d'accès au répertoire théâtral en arabe. Donc du coup, on va chercher dans ce qui est disponible, publié, traduit, qui est complètement exogène en fait. Donc c'est vrai que moi j'ai aussi j'ai été jury en fait pour l'attribution de financement par des fondations de mécénat, et les productions de Gaza présentaient l'adaptation de En attendant Godot, de Mère courage de Brecht, et puis de Huis clos de Sartre en fait. Donc des choses qui sont vraiment d'un point de vue de l'esthétique, et ça s'explique par ce contexte sur lequel j'ai travaillé, mais ça ne s'incarne pas esthétiquement de la même manière. Et dans les camps, je dirais que c'est la même chose, sauf que le regard il est tourné vers cette image mythique de la Palestine. Donc on construit des représentations de la Palestine donc très loin de la réalité sur le terrain palestinien, et donc voilà, le monde environnant n'est pas représenté de la même manière. Notre Palestine. Exactement. Celle qu'on a en soi, peut-être différemment. Et puis il y a ce théâtre aussi de la diaspora aussi, qui est beaucoup trop important. Oui, et puis qui parle en arabe en fait. Qui parle en arabe aussi. Essentiellement en anglais. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure aussi cette façon de collaborer ensemble, où on a, pour écrire les pièces, mais pour répéter, pour les monter, on a fait appel aux technologies de moyens de communication modernes, et donc ça permet quand même de travailler, d'aboutir à une écriture, en tout cas, et à des répétitions de pièces. Est-ce que ça a permis aussi de travailler est-ce que vous avez entendu parler de collaboration avec d'autres acteurs ou dramaturges arabes, de théâtre arabe, entre palestiniens et arabes? Est-ce qu'il y a des collaborations et est-ce que les printemps arabes ont eu une influence, en tout cas, ou un impact sur des collaborations de ce type? Oui, tout à fait. Donc, paradoxalement également, c'est l'éclatement qui a permis le rassemblement d'artistes issus des sociétés arabes en exil, en fait, notamment en Allemagne, en Belgique aussi beaucoup. Donc effectivement, les printemps arabes ont eu cette conséquence de pouvoir rassembler des individus qui, avant, n'avaient pas accès les uns aux autres. Et Bachar, par exemple, en parle beaucoup. Après 2011, c'est la première fois qu'il a pu aller parler avec des Syriens, avec des Libanais, etc. Mais ça s'est passé à l'étranger. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant, mais qui est encore peut-être trop récent pour observer en fait comment ça va se déployer. Parce qu'au fait, les printemps arabes aussi ont pour conséquence, du point de vue quand on parle du théâtre, de créer des attentes très fortes de la part des publics européens sur du discours politique.
Donc on a attendu, les programmateurs ont aimé des productions qui parlaient vraiment des événements politiques, etc. Et donc ça n'a pas donné lieu à vraiment des formes esthétiques nouvelles ou innovantes, en tout cas pas encore. Mais dans l'immédiat de l'actualité, on a cherché à écouter la voix politique en fait de ces personnes. Mais oui, et ce que j'ai pu voir aussi en Palestine, tout à fait intéressant, c'est ces printemps arabes qui ont causé l'exil de nombreuses personnes. Finalement, des Palestiniens de Syrie, enfin de Syrie notamment, qui ont eu un passeport suédois et qui ont pu aller en Palestine. Donc on a vraiment eu les printemps arabes aussi ont permis ce retour en Palestine, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. En tout cas, il y a ce poème qu'on a lu tout à l'heure qui est en auteur. Exactement. Oui, tout à fait, ouais, c'est un exemple. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette langue qu'est l'arabe et qui a plusieurs registres et dont les registres en tout cas vont déterminer la réception du public. Et donc plus on est dans une langue dialectale, plus on est proche du public et donc dans un rapport un peu où on peut accéder à un public plus facilement. Mais aussi, je me demandais dans quelle mesure, même si le théâtre devient plus populaire grâce au dialecte, si ça ne le rend pas plus fragile à la conservation. Je veux dire, s'il y a ces théâtres-là, et peut-être on publie moins de la langue dialectale, en édition générale, et en langue arabe, enfin les éditeurs arabes sont plus, enfin c'est pas, on publie moins les textes qui ne sont pas dans la langue littéraire, et donc la question de la conservation de ce patrimoine oral, est-ce qu'il y a des lieux où on conserve ce patrimoine et on espère qu'il ne se perd pas? C'est vraiment une question fascinante, vraiment passionnante. Effectivement, en raison du registre de langue, on est dans un théâtre populaire vraiment au contraire de ce à quoi on assiste en France. Si on va à Chaillot ou à la Colline, où on retrouve toujours les mêmes personnes et on les retrouve à Avignon en juillet. Là, vraiment, il y a quelque chose de populaire dans le sens des gens de tous les jours, quoi. Enfin, moi j'ai assisté à des pièces à Jérusalem avec des salles remplies de vieilles femmes voilées qui avaient vécu les événements racontés et qui disaient aux personnages mais il fallait pas faire comme ça. Enfin, oui, vraiment, c'est ça en fait le théâtre populaire, c'est quand entre la scène et la scène finalement il n'y a pas du tout ce quatrième mur en fait. Donc oui, la langue participe vraiment. Alors en Palestine d'autant plus, puisque la Palestine qui est un espace largement internationalisé, parce que la communauté internationale est très présente, notamment sous forme d'action et de coopération culturelle, le théâtre reste pratiquement la seule pratique en arabe. Donc du coup attire un public qui n'est pas francophone, qui n'est pas anglophone, qui ne va pas aller voir le film à l'Institut français, qui ne va pas aller voir le vernissage au Goethe, enfin vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose d'ancré quoi, localement, parce que c'est une pratique en arabe. Donc oui, ça construit une dimension tout à fait populaire dans le sens en prise avec l'espace dans lequel il est pratiqué. Et la question de la conservation, c'est vraiment tout l'enjeu, mais c'est quand même un enjeu qui est global au théâtre. Je veux dire, en Amérique du Sud, sur le continent africain, en Océanie, on assiste en fait à des représentations, à des expériences, des formes de théâtre qui sont parfois uniques, en tout cas dont l'éphémère est très fort. En tout cas, peut-être des recherches, des chercheurs comme vous qui font ce travail-là, participeront à la conservation de ça, de la mémoire de ce qui se fait. J'ai une petite dernière question qui s'éloigne un tout petit peu de votre analyse, mais parce qu'en lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'il y avait la question du financement qui était très légèrement abordée, mais qui est quand même au cœur de ce que peut faire le théâtre, parce qu'on a besoin quand même de financement pour ne serait-ce qu'avoir un lieu de représentation, voilà.
Et je me rappelle juste d'un exemple simple, c'est que vous disiez qu'il y avait une facture du Théâtre national palestinien qui était de 142 000 euros et que le budget national de toute l'autorité palestinienne, enfin, c'était quelque chose comme 150 000 euros pour toute l'année et pour tout le théâtre, dans tous les théâtres de tout le théâtre palestinien. Donc il n'y a déjà pas du tout de moyens. Et vous parliez d'un autre phénomène qui est, vous appeliez la NGOisation du théâtre, c'est-à-dire que de plus en plus d'ONG financent et du danger ou pas. Donc si vous pouvez juste revenir un tout petit peu sur ce point. Alors c'est vrai que la question des financements, quand on parle de théâtre, elle est essentielle. Après, on ne peut pas travailler sur tout et c'est vraiment des champs même disciplinaires très éloignés. Donc elle m'intéresse, mais bon, je n'ai pas développé. Là, en ce qui concerne la Palestine, ce que je peux dire, c'est que la dernière publication des comptes de l'autorité palestinienne, c'était en 2014, et le budget du ministère de la Culture en 2014 représentait 0,004% du budget global de l'autorité palestinienne. Donc on est là dans une petite portion. Et dans ces 0,004%, il y a un département du théâtre au ministère de la Culture qui est en fait une personne dans un bureau à Ramallah partagé avec le département des médias, une autre personne, et le département du cinéma, une personne à mi-temps. Voilà, donc ça vous donne aussi l'idée de la place qu'occupe le théâtre dans le ministère de la Culture palestinien et plus largement la politique de l'autorité palestinienne. Et donc ce département du théâtre dispose de à peu près 150 000 $ par an. Et à titre d'exemple, la pièce que vous connaissez peut-être le mieux, c'est Des roses et du jasmin, qui était coproduit avec les théâtres des Quartiers d'Ivry. En fait, c'est 160 000 € le budget pour cette pièce. Donc, vous voyez, ça vous donne peut-être un ordre d'idée. Donc, disons qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de... Enfin, il n'est pas possible pour un artiste de recevoir des fonds publics, enfin publics entre guillemets. Alors, donc, l'autorité palestinienne peut aider les citoyens israéliens à obtenir un passeport temporaire pour se rendre en Jordanie, pour jouer, etc. Donc, c'est plus des soutiens logistiques. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis les accords d'Oslo, il est impossible pour toute institution basée à Jérusalem de recevoir des fonds de l'autorité palestinienne. Donc, il y a cette absence de fonds pour le théâtre, mais il y a aussi une incapacité, notamment pour le théâtre national palestinien, de recevoir de l'argent. Et c'est en fait une des raisons pour laquelle le théâtre national palestinien est vraiment dans une impasse financière, puisqu'il ne peut pas recevoir de fonds publics. Donc il a de national que le nom, il faut être bien clair là-dessus. Et il ne prend pas d'argent de la municipalité de Jérusalem, puisqu'elle est israélienne. Et donc, c'est aussi ça la NGOisation, c'est que le Théâtre national palestinien est une ONG. Finalement, il travaille, il ne relève pas du public, et il n'est pas non plus en fait en privé, dans le sens où il va faire aussi... Bon, il n'y a pas de démarche de productivité, de gros bénéfices, il s'autofinance, quoi, et donc il reçoit beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup dans le sens, pas beaucoup, mais la plupart des financements qu'il reçoit, c'est des étrangers et surtout l'Union européenne. Et autre peut-être point à aborder pour cette question des financements, puisque elle est largement, les financements sont largement issus de la communauté européenne. Donc depuis 2 ans, enfin les 2 dernières années, les institutions ont été vraiment face à une impasse après la modification par l'Union européenne de ces clauses d'attribution des financements, qui, à la demande d'une ONG israélienne, a dû en fait ajouter une clause d'interdiction de financer tout projet qui serait lié à une association à caractère terroriste. Et pour le spectacle vivant, la clause était formulée d'une manière que si même un membre du public était associé par exemple au FPLP, les subventions pouvaient être retirées. Donc ça a été donc moi je vous restitue les débats. Ça a été vraiment 2 ans de crise existentielle,
puisque en fait la question était de savoir s'ils pouvaient continuer à recevoir les fonds et donc continuer d'exister, ou refuser en fait ces fonds et continuer d'exister également. Donc, contraintes à tous les niveaux, hein, spatiales, contraintes de déplacement, contraintes financières, puis il y a aussi ces contrôles de censure, alors, aussi, j'imagine. Bah ça c'est un point sur lequel il me semble aussi important de revenir, parce qu'on ne peut pas parler de censure en 2022, d'ailleurs il n'y a même pas besoin, puisque finalement ils n'ont pas trop envie de se moquer de Mahmoud Abbas, parce que il y a d'autres choses en fait. Donc on n'est pas du tout, il n'y a pas de... Alors, au théâtre, on a quelques exemples de censure sur des spectacles précis, mais pour des raisons... la censure n'a pas été issue de l'autorité palestinienne, mais de la société civile, dans des contextes très conservateurs à Naplouse. Donc on peut pas généraliser ces expériences. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à l'interruption censure israélienne aussi. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre quand je parlais de l'affaire du temps parallèle, c'est qu'on était dans un contexte global de censure, c'est-à-dire que des artistes israéliens issus de la communauté juive ont aussi été censurés. C'est-à-dire que le bureau de la censure en Israël a été supprimé en 1992, donc institutionnellement il n'y a plus de censure en Israël. Après, il y a des personnes au gouvernement, c'est un gouvernement qui est de plus en plus radical, et donc on a des expériences de censure, mais qui touchent aussi les artistes israéliens. C'est-à-dire que la censure n'est pas uniquement dirigée vers la communauté palestinienne, mais il y a des surveillances à l'égard des artistes. Ouais. Eh bien, là-dessus, je vais terminer. Merci beaucoup, Najla, pour cet exposé. Et puis, peut-être, il y a aussi des questions de la part des personnes dans la salle. Merci infiniment, vraiment. C'était passionnant. Il y a trois petites choses que j'aimerais que tu éclaires un peu. Pour la pérennisation des représentations, est-ce qu'on les enregistre oralement, auditoirement? Audio. Je réponds maintenant ou... Alors, je vais, parce que c'est très vite. C'est fantastique ce que tu décris comme cette possibilité par le Zoom ou je ne sais quoi de faire de la pratique ensemble et collective quand on sait que qu'est-ce qui définit le théâtre de tous les autres arts, qui fait une des spécificités du théâtre, c'est l'expérience directe, physique de cette parole. Troisième petite chose, puisque je m'intéresse à la mise en scène, j'aimerais, peut-être c'est dans le livre, donc connaître un peu mieux la façon dont on travaille avec les acteurs, et est-ce qu'il y a dans les écoles en Palestine des activités parascolaires qui puissent sensibiliser les élèves ou utiliser le théâtre comme moyen d'enseignement. Merci. Vous préférez que je réponde maintenant? Oui, j'ai une question qui est merci beaucoup. La question, merci, c'était vraiment extraordinaire, Najla, et magnifique. Moi, je parle du point de vue d'Amman, et c'est une question également concernant l'école. Parce que ce dont je me souviens, c'est qu'à CMS, l'école CMS au premier cercle, les étudiants, les étudiantes écrivaient des pièces de théâtre pour la Palestine. Et donc, il y avait une production étudiantine pour la Palestine. Je trouvais ça extraordinaire. Je sais que c'est peut-être, il y avait énormément à faire, mais est-ce que tu as eu des échos de ça également, de la créativité scolaire en fait? Voilà. Merci. Alors,
Alors, pour répondre à la question de l'audio, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, Hassan Kanafani, donc, qui est la figure aussi de l'écriture palestinienne, a écrit 3 pièces méconnues, pas traduites. Enfin, si, une a été traduite à Porte, chez Spartacus, pardon. Et donc, c'est des pièces écrites en arabe littéral. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des pièces, notamment une, qui ont été écrites pour la radio. Vous voyez, donc il y a cette question de la langue qui est tout à fait liée à ces enregistrements, en fait. Bon. Donc, on n'a pas d'enregistrement uniquement audio, on a des captations. Mais voilà, on a des captations et ça, en fait, il faut aller les chercher directement auprès des artistes, quoi. Il faut identifier une pièce et puis demander s'il y a la captation. Et donc cette question de la langue qui est vraiment essentielle pour comprendre dans quelles conditions aussi se déploie la pratique est tout à fait liée à la question de l'éducation. En fait, on ne sait pas où mettre le théâtre dans le curriculum dans les universités. On ne le met pas en littérature, puisque c'est à l'oral, c'est pas de l'arabe faustra, etc. En général, les départements d'art sont enseignés en anglais, donc on ne va pas mettre du théâtre en arabe. Vous voyez, donc à l'université, on n'a pas de formation au théâtre. On a quelques académies donc, qui sont ponctuelles et qui sont des projets d'institutions, donc le théâtre Hakawati, le théâtre national palestinien, théâtre Rashta. Mais c'est du projet en fait, avec des financements étrangers, c'est un projet d'une académie théâtrale. Voilà. Donc il n'y a pas de continuité dans la formation au théâtre. Alors pour les Palestiniens, citoyens israéliens, c'est complètement différent puisqu'ils vont à l'université à Haïfa, un des plus grands départements de théâtre du pays. Ils ont accès aussi à beaucoup de choses à l'extérieur. Donc ça c'est pour la formation dans le supérieur. À l'école, effectivement, dans les cycles primaires et secondaires, il y a des utilisations du théâtre à des fins pédagogiques. Mais ça, c'est un autre champ, c'est d'autres objets, c'est aussi d'autres productions, d'autres types de productions. Voilà, ça existe. Et puis, on a aussi ces théâtres qui ont une vocation sociale, thérapeutique, qui travaillent avec des enfants, mais également des femmes, avec des populations fragiles. Alors, j'ai pas entendu parler de cette expérience. Il faudrait savoir à quelle école ils étaient en fait en contact. Quel est le niveau d'interaction et de coopération des théâtres et des acteurs palestiniens avec les scènes théâtrales du reste du monde arabe? Une question tout un peu vaste, mais on a l'impression que comme ça c'est un peu en vase clos. C'est un peu en vase clos, oui. Voilà, c'est toujours des expériences ponctuelles où a pu se rendre au Liban, mais les difficultés en fait de voyager à l'intérieur de l'espace arabe font que c'est assez difficile. Donc en Jordanie, il y a ce festival Hakaya en septembre tous les ans qui attire quand même des Palestiniens. Mais par exemple avec le Liban, il n'y a rien. Et puis en vrai, il y a une méconnaissance profonde de la société libanaise, de la société palestinienne. On est toujours dans ces mythes et ces imaginaires très loin des référents réels en fait. Donc l'espace arabe partagé, c'est l'étranger en fait. Mais à l'intérieur de l'espace arabe, Amar Hlehel, par exemple, l'auteur de Tara, qui joue dans Tara, donc il est citoyen d'Israël, il a la capacité juridique de se rendre en Égypte. Il était invité au festival d'Ikaf, qui est le grand festival au Caire, et en fait sa présence a été annulée à la dernière minute, puisque d'un point de vue sécuritaire, ça posait trop de questions, c'était trop compliqué en fait. Donc il y a très peu de circulation. L'Algérie, en raison de sa position politique historique avec la Palestine, est peut-être l'endroit où les contacts sont les plus intenses, mais bon, le terme intense n'est pas du tout, ne reflète pas la réalité de ces contacts. Merci pour cette présentation. Alors moi j'avais 3 questions, on va dire, vous avez pensé sur la question de la NGOisation de la culture palestinienne.
dans le domaine de la culture, donc je ne vais pas revenir plus longtemps là-dessus. Alors, ma première question, c'était sur la dimension pluriglossique de la langue arabe et le choix du dialectal pour le théâtre. Je m'intéressais à la question des régionalismes. Est-ce que le fait d'être dans un langage dialectal, ça permet de développer un certain nombre de régionalismes qui, quelque part, permettent de faire déplacer des formes de langue au sein du territoire palestinien au fil de représentation? Oui, c'est aussi une question très intéressante. En fait, Taher Najib, par exemple, quand il a traduit À portée de crachat en arabe, c'est un arabe du triangle de la Galilée, donc Al-Faham, très fort. On a des phénomènes à la fois phonétiques, syntaxiques, très très ancrés localement. Et ce qui peut être intéressant de remarquer, c'est qu'au contraire de chercher à masquer ces particularismes locaux, c'est qu'il y a une forme de... On grossit le trait pour donc mieux affirmer sa localité, mais aussi également faire connaître à des Palestiniens qui n'ont pas accès à ces territoires ces spécificités linguistiques. Mais d'un point de vue de la compréhension, c'est pas un obstacle en fait. Les locuteurs sont capables de se comprendre les uns les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un procédé qui est utilisé pour exprimer aussi une forme d'ancrage dans un territoire. La pièce Tara, le temps parallèle, il y a tout un travail sur le lexique de la prison, en tout cas le lexique de l'espace carcéral. Donc il y a eu toute une recherche de la part de Bachar Moghouts sur le langage des prisonniers. C'est un espace aussi tellement fermé qui fonctionne aussi, qui a un système qui lui est propre. Et donc c'est un lexique aussi qui emprunte beaucoup à l'hébreu. Et donc il y a tout un lexique qui ne pose pas de problème aux spectateurs, mais qui apporte des éléments lexicaux nouveaux. La pièce Tara, donc sur le poète Tara Hamadani, et le récit de la vie du poète, donc on a des flashbacks. Et là, il y a eu tout un travail de collecte, en fait, même d'un point de vue linguistique, avec la famille du poète, pour aussi conserver la mémoire dialectale d'une période ancienne, historique, enfin passée. Ouais. Je trouve ça intéressant cette manière dont, en faisant circuler des formes linguistiques, on les pérennise quelque part, on les transmet dans la mémoire. Oui. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas du tout vu comme un obstacle à la circulation. D'accord. Ma deuxième question, c'était sur une expression que vous avez utilisée dans votre présentation, c'est celle de la force des représentations. Je voulais savoir si vous pouviez revenir sur le sens que vous donnez à cette expression. C'est un peu large de poser la question, mais c'est une idée qui m'intéresse. Quand je parle de la force des représentations, ce que je veux dire, c'est la capacité avec laquelle les représentations peuvent exprimer l'expérience vécue fortement, c'est-à-dire l'intensité de l'expérience. Elles permettent de restituer l'intensité de l'expérience, mais également à côté de cette question de l'intensité, il y a la précision, la manière aussi de restituer la réalité par la fiction. Moi, je trouve ça fort. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis arrivée un peu en retard, je suis navrée. C'est une question extrêmement intéressante. Donc, évidemment, théâtre, qui dit théâtre, dit plus que tout art, un lien avec la langue, et également cette idée d'inégalité, donc une difficulté d'exporter peut-être le théâtre autant que d'autres disciplines artistiques ont pu être exportées. Je voulais savoir s'il y avait une dynamique particulière entre les dramaturges palestiniens et la ville de Paris. Alors, qui dit théâtre dit langue, mais dit également corps. Et j'ai emmené des programmateurs qui ne parlaient pas un mot d'arabe voir des pièces et qui m'ont, à la fin de la pièce, dit qu'ils avaient beaucoup plus compris la pièce que des pièces dans des langues qu'ils maîtrisaient. Donc je pense qu'il faut aussi se détacher de la langue, parler, enfin des mots,
pour aussi voir à quel point, et ça aussi c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez les Palestiniens, le langage scénique développe ses propres outils au-delà des outils linguistiques. La ville de Paris, alors, il y a eu la ville d'Ivry, notamment sous l'impulsion d'Abdel Hakim lorsqu'il était au théâtre des quartiers d'Ivry. Alors, je pense pas que je sais que la ville de Paris a des politiques plus urbaines avec la Palestine, mais les théâtres parisiens s'intéressent à la production, mais ça c'est un effet, je pense, de la programmation du festival. Et alors, autre effet de la programmation du Festival d'Avignon, donc en tout cas à l'invitation de Bachar Mos 2 années de suite, c'est qu'il y a eu une délégation de l'ONDA, l'Office national pour la diffusion artistique, qui s'est rendue en Palestine. Donc c'est l'office qui construit des catalogues pour les théâtres nationaux et qui leur offre, enfin qui leur propose une offre de pièces qu'ils ont jugées intéressantes ou susceptibles de plaire à un public français. Et donc l'ONDA s'est rendue en Palestine, dans les théâtres palestiniens, donc dans les territoires, à Jérusalem et en Israël, en mai dernier. Donc on va peut-être voir les résultats de cette initiative donc, à la saison 2023-24. Il y a un intérêt français actuel incontestable, mais qui est le résultat quand même des choix d'Olivier Py et Paul Rondin à Avignon. Oui, sur la relation entre les pièces et le public palestinien. Est-ce qu'il y a une attente du public palestinien, ou est-ce que les Palestiniens s'en fichent concrètement, ou est-ce que le théâtre palestinien participe à une mobilisation politique des jeunes Palestiniens? Alors ça dépend des lieux. La Palestine est tellement fragmentée aussi que chaque lieu a son contexte propre. Ça dépend des lieux. Dans des lieux où il y a peu d'accès à la culture, peu d'accès au divertissement aussi. Ça peut vraiment représenter le cœur de la vie sociale, ou même de la sociabilité. Des enfants notamment, des femmes, comme je disais. Je pense à Hébron, je pense au Théâtre de la Liberté à Jénine, dans le camp dont on connaît en fait les conditions de vie. Donc le théâtre, c'est presque un ciment de la vie quotidienne à Jénine, pour beaucoup. Des personnes qui y vivent. Voilà. Après, il y a d'autres contextes, comme celui de Jérusalem ou de Ramallah, où c'est un espace social comme le café. Enfin, c'est pas au centre des préoccupations, mais ça reste quand même un espace plaisant et où les gens, enfin, il y a un intérêt en fait. Il y a vraiment un intérêt pour le théâtre. Je crois aussi, donc, en raison de cette capacité à rester populaire. Et quand on disait populaire, il faudrait peut-être rajouter populaire aussi du point de vue des artistes. Il n'y a pas du tout de phénomène de starisation en Palestine. Les artistes qui font du théâtre, parce que c'est tellement difficile, ils font du théâtre parce qu'ils ont vraiment envie de faire du théâtre. Ils ne vont pas chercher à gagner, à être connus par la télé ou par le cinéma. Bon, voilà, donc aussi, c'est très ancré en fait dans la société parce que les artistes eux-mêmes restent des gens modestes. Eh bien, s'il n'y a pas beaucoup d'autres questions, je vais vous inviter à, si vous souhaitez prendre le livre, il sera en vente là-bas. Et Najdas le signera avec plaisir pour les personnes qui le souhaitent, et on pourra discuter autour de manière plus informelle, on va dire, sans le film. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, merci à vous. Et je vous donne pour les personnes qui nous suivent, en tout cas, rendez-vous mardi prochain pour un webinaire. Cette fois-ci, c'est pas en présentiel, avec Louis Blin et Nabil Nasri, qui sera discutant autour de son livre de la Ligue islamique mondiale. Et ensuite, jeudi aussi, le 27, pour une grande journée d'études qui durera toute la journée sur le racisme anti-noir en Tunisie. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.